applaudir, c'est les petites mains invisibles qui rendent ce moment possible. Vous savez, quand on a la chance de venir grimper sur une scène, c'est que la scène a été installée. Quand il y a la solo, c'est que le son a été mis. Quand il y a les musiciens, ça veut dire qu'il y a eu des contacts qui étaient pris. Il y a des gens qui sont d'accord pour se déplacer et produire un moment. On est là pour quoi en général? On est là pour pas s'emmerder dans la vie. Bon. Voilà, donc je veux remercier, je sais, Bruno, Philippe, Inès, les Icatoc et sans doute des dizaines, Guillaume, mon équipe, parce que je suis quand même un mec qui peut être emmerdé le monde aussi et il me supporte. Donc voilà, d'abord, remerciez-les, eux, si on est là ce soir, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait tout ce travail avec nous. Bravo! Je vais juste vous raconter ma journée à Perpignan, d'accord? Je suis revenu en bagnole parce qu'il y avait grève du train, et tant mieux, maintenant tant mieux. Là, je suis arrivé zone Saint-Charles ce matin, où il y avait un blocage, et la première personne que j'ai rencontrée, c'est Nathalie. Est-ce qu'elle est là, Nathalie, ou pas? Elle arrive? Elle arrive de où? Bon. De Moscou. Elle est là ou pas? Elle est là, mais moi je la vois pas, moi. Eh ben viens. Elle est là. Non, je vais donner la parole à quelques personnes que j'ai croisées aujourd'hui. C'est mon rôle de député reporter. Nouveau concept. Alors, tiens, ça marche là ou pas? Il marche ce micro-là ou pas, les camarades? Il bouge trop. Ah non, mais attends, on dédicacera les livres après. Pardon madame, je peux m'appuyer sur votre épaule pour poser la caméra? Merci. Je ne suis pas sûre d'être très stable. Non, c'est très bien. Donc j'ai croisé Nathalie qui, dès mon arrivée sur la zone Saint-Charles, m'a dit, bah voilà, moi je suis AESH, donc accompagnante pour enfants en situation de handicap. Et ben voilà, est-ce que tu peux nous décrire ta situation en 2 minutes? Elle a été laborieuse au départ. Donc, j'ai commencé en CUI. Le parcours du combattant. Voilà, c'est mieux. J'ai fait un peu plus d'1 an. Et au mois d'octobre, on m'a passé ESH. Donc j'ai demandé à garder l'enfant dont je m'occupais parce que ça faisait 2 ans et demi que j'étais à ses côtés. Qui souffre de quoi alors? D'un trouble du spectre autistique. Voilà. Et j'ai demandé à la garder parce que ça a besoin de repères, un enfant comme elle. Et en plus, je me suis attachée à elle, il faut dire ce qu'il y est. Donc je parcours 108 km. J'ai de la chance, mon compagnon m'aide à faire tout cela. Je ne suis pas toute seule, ma belle famille aussi. Et parce que sans eux, je pense que ça sera encore plus compliqué. Et donc, je me rends chaque jour au travail. Et je continue d'accompagner cette petite fille et je l'ai demandé aussi l'année prochaine. Et tout ça pour 743 € TTC. Voilà. Tu loges sur place en plus? Oui. Mais du coup c'est moins compliqué, mais bon, on est tributaire des transports parce que vu qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, on ne peut pas se déplacer en voiture. Il n'y a plus de train, comme vous le savez, ils n'ont toujours pas été remis en place. Donc c'est un parcours du combattant, mais qui se fait. Voilà. Mais si je le fais, c'est parce que, voilà, c'est de l'amour, exactement. J'ai jamais été aussi mal payée, mais pour un boulot super. Voilà. Merci Nathalie. Non, je tenais à donner la parole à Nathalie parce que je pense que si ce pays tient encore debout, c'est parce qu'il y a des Nathalie. Ouais, oui. Et je veux dire, ça veut dire que les gens ont le désir de travailler et de bien faire leur métier sans proportion avec le revenu qu'ils touchent. Et on est dans un pays où il y a quasiment une inversion entre l'utilité sociale de nos métiers et la paye qu'on en reçoit. Je disais déjà, trader ou publicitaire, ça devrait être des métiers soit interdits, soit payés 743 €. Et évidemment... Et évidemment, ce sont les accompagnants pour enfants en situation de handicap, les auxiliaires de vie sociale, les aides-soignantes, mais les assistantes maternelles, les animateurs du périscolaire. En fait, c'est tout un ensemble de métiers que moi j'appelle les métiers de l'entraide.
ou les métiers du tendre, et qui aujourd'hui dans notre société sont complètement dévalorisés. Et ça dit quelque chose sur notre société. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers du lien. Et que ce soit les métiers du lien qui dans notre société soient dévalorisés sur le plan salarial, voire sur le plan des statuts, ça signifie qu'on est dans une société qui maltraite le lien, qui maltraite le lien social. Or, par où on progressera demain? Le progrès humain, je vois qu'il y a une série de smartphones devant moi, peut-être qu'il y en a qui font des lives Facebook et tout ça, c'est formidable. Mais le progrès humain, la semaine dernière en commission des affaires économiques, on recevait Bouygues, Free, on recevait Orange, qui venaient nous faire la pub de la 5G. Mais le progrès humain, il ne naîtra pas demain du progrès technologique. C'est fini. Ça a été exact. Ça a pu aider. Voilà. Mais c'est fini. Ce n'est plus la 5G, la 6G, la 7G, la 8G, la 9G. Ce n'est plus le troisième frigo connecté qui nous apportera du progrès. Ce qui nous apportera du progrès, c'est l'humain, c'est le lien. Vous voyez, il y a une formule qui dit moins de biens, plus de liens. Évidemment, moins de biens, ça ne vaut pas pour tout le monde dans cette société. Hein? Il y en a qui doivent en avoir plus encore des biens. Mais moins de biens, plus de liens, je pense que c'est le chemin qui nous ouvre un avenir à la fois social et écologique meilleur. Sur la zone Saint-Charles, j'ai entendu une personne, alors il y a eu une scène puisque les CRS risquaient de nous taper dessus, on est parti et tout ça, mais il y a une scène, il y a eu une personne qui m'a dit « le gouvernement fout le bazar dans nos têtes ». Et je pense que c'est vrai. Et je pense qu'il faut prendre cette phrase au sérieux. C'est-à-dire qu'il nous faut éviter la maladie mentale. Je le dis sérieusement parce qu'ils peuvent nous rendre fous. Ils peuvent nous rendre dingues. Ils peuvent, à la fois, je le disais déjà avec mon précédent film Merci Patron, il est évident que la souffrance sociale endurée longuement produit des effets psychiques et a des conséquences politiques, par exemple, néfastes. Et si on ajoute aujourd'hui la souffrance sociale endurée, plus le mépris du pouvoir, plus la violence, on peut devenir des êtres sales. Vous voyez, il y a un risque de devenir sale, il y a un risque que on devienne morbide, que nos mouvements deviennent habités par une forme de maladie. Et je le dis, il faut maintenir notre supériorité morale. Nous leur sommes supérieurs moralement et nous devons maintenir, pour moi, dans le mouvement des Gilets jaunes, pour faire le lien, et c'est le cas de le dire, j'ai vu les ronds-points comme le lieu où se retisse le lien. Les gens, ils venaient pas seulement pour revendiquer ou pour bloquer, ils venaient pour partager un café. C'est le lieu où s'est retissé le lien. Et se dire que le pouvoir a choisi de détruire les cabanes des pauvres et de détruire le lieu où se retisse le lien, il n'est plus question que demain, ils nous disent qu'il faut plus de liens dans la société, c'est des discours, retisser le lien social et ainsi de suite. Là où ça a existé, ils se sont appliqués à le détruire. Mais je le dis, il faut que dans ce mouvement et en général dans nos existences, nous maintenions notre supériorité morale. Il ne faut pas qu'on devienne aussi bêtes qu'ils voudraient nous rendre. Et il faut faire un effort en soi. Vous savez, moi j'ai de la violence en moi, j'ai de l'agressivité en moi. Et bien souvent, il faut trouver le chemin pour la canaliser, pour en faire quelque chose, et ainsi de suite. Donc voilà. Pardon ? La boxe ? Ouais, la boxe. Ensuite, je me suis rendu à Saint-Jacques. J'ai rencontré Nounours. Il y a Nounours ou pas? Bon, tant pis, c'est pas grave. Hein? Ouais, il est là. Tu veux prendre la parole 2 minutes? Bon. D'accord. J'ai vu les gens à Saint-Jacques qui se sont réveillés parce qu'ils étaient contre les projets immobiliers qui se menaient malgré eux dans leur dos depuis 10 ou 15 ans. D'abord, je veux vous dire, une spécificité à mon avis de votre ville. Alors moi je la regarde en passant, il faut vraiment, je tiens à le dire avec beaucoup de modestie, mais je fais la comparaison avec une autre ville qui est Marseille. Une des spécificités de votre ville, c'est que vous avez un centre-ville qui est encore populaire. C'est quelque chose qui a été détruit, si jamais il a existé, partout ailleurs. Et donc c'est peut-être une identité perpignanaise
dont il faut tenir compte et dont il faut veiller au maintien pour pas qu'on aille vers une gentrification ou un embourgeoisement du centre-ville. Mais ça, c'est à vous de voir ce que vous en pensez. Et la deuxième chose que je vois comme lien avec les gilets jaunes dont je parlais tout à l'heure, c'est ces hommes et ces femmes gitans, mais aussi il y avait Nasser, je crois, et il y avait Raphaël, donc d'origines diverses, qui se sont mis ensemble simplement pour décider de la vie de leur quartier. Et je pense que c'est l'une des clés du mouvement des Gilets jaunes, c'est se dire qu'on a envie de redécider de nos vies. On a envie de se réapproprier notre destin commun. Et ça vaut chacun sur son rond-point, mais ça vaut, à mon avis, à l'échelle de la nation. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait, hein? Le prix, il est cher pour se... Alors, madame dit le prix, il est cher pour se réapproprier notre destin commun. Moi, comment je regarde ce mouvement? Nous sommes dans une lutte. Alors, j'ai fait un bouquin qui s'appelle La guerre des classes, repartant d'une citation de Warren Buffett, qui à l'époque était la première fortune mondiale, et qui disait « La guerre des classes existe, c'est un fait, mais c'est la classe des riches qui mène cette guerre, et nous sommes en train de la remporter. » Vous voyez? Eh bien, nous sommes dans une guerre de longue durée. Nous sommes dans une guerre entre la démesure et la décence commune. Nous sommes dans une guerre entre l'oligarchie et la démocratie. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la possibilité d'un resserrement autoritaire de la caste. Elle n'a plus peur de franchir un certain nombre de paliers pour contrôler le pouvoir. Elle sent qu'il y a un certain nombre de citoyens qui se sont détachés de leur idéologie, qui ne consentent plus à ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont passés en mode opposant. Il y a une minorité qui aujourd'hui est passée en mode opposant actif, mais il y a un vaste détachement de l'idéologie dominante. Ils le sentent. Et donc, là je cite du Gramsci, de classe dirigeante, ils deviennent classe dominante, c'est-à-dire qu'à la place de chercher le consentement, ils y vont par la force de la coercition. Et c'est le temps que nous vivons. C'est le temps que nous vivons, et l'issue de la bataille n'est pas dite. L'issue entre la démocratie et l'oligarchie, l'issue de la bataille n'est pas dite. Ça m'évoque une autre citation, décidément c'est le genre de citation. Samuel Huntington, qui est un intellectuel ultralibéral, conservateur américain, qui au milieu des années 70 pond un rapport pour la commission trilatérale qui rassemble les élites américaines, japonaises, européennes, et qui écrit dans ce rapport: nous avons un souci aujourd'hui, donc c'est dans l'après 68, c'est que les gens prennent la démocratie au sérieux. Du coup, les dirigeants ont du mal à diriger, c'est un gros souci. Ce qu'il nous faut faire, et le terme est employé tel quel dans ce rapport, c'est instaurer de l'apathie politique. Eh bien, ils ont instauré de l'apathie politique pendant 30 ou 40 ans. Mais on voit une sortie progressive de l'apathie politique. Pour moi, le traité constitutionnel européen a été un jalon dans cette sortie de l'apathie politique, un jalon dans cette bataille entre la démocratie et l'oligarchie. Et je pense que nous en vivons un nouveau moment aujourd'hui. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait à Perpignan? Je viens de remettre, et c'est bien la première fois dans ma vie que je fais ça, je viens de remettre là une médaille de chevalier des arts et lettres au patron du cinéma qui est derrière nous. Et alors je lui ai dit avec un peu d'ironie que d'abord c'était la première fois qu'il fallait vraiment un type bizarre pour choisir quelqu'un de bizarre comme moi pour faire un truc aussi bizarre. Et surtout, je notais avec un peu d'ironie que, bon, c'était amusant. Alors, il a un parcours particulier, puisqu'il a été au PSU, même jusqu'après que je ne savais même plus que ça existait, qu'il était encore. Donc, ça dénote une certaine fidélité. Mais je ne m'attendais pas, en plus, à remettre une médaille pour la première fois de ma vie à un patron. Et en plus, j'ai lu dans sa biographie, dans son CV qu'il m'a envoyé, un représentant permanent de la grande exploitation. De la grande exploitation cinématographique, bien sûr, mais ben voilà. Et je me propose de remettre une autre médaille, puisque c'est, tant qu'à faire, on va faire les choses en série. J'ai appris que Philippe Assens, on dit, avait reçu la médaille du mérite agricole, mais, alors c'est la première fois que je remets ça aussi, quand même. Mais que jusqu'à maintenant, personne ne lui avait remise. Ça vous va si on fait ça en votre présence? Est-ce que tu veux nous parler 2 minutes de ton boulot? Vas-y, Bonsoir,
je suis agronome et je travaille pour le suivi des agriculteurs pauvres au RSA. Dans ce département, il y a un paradoxe. C'est le département le premier de France en bio et c'est le département aussi où les agriculteurs ont un revenu le plus bas. Donc merci François, je suis honoré de recevoir cette médaille de ta part. Et pour moi, c'est une reconnaissance que je voudrais dédier à tous les agriculteurs qui travaillent dur et à tous les travailleurs pauvres qui ne gagnent pas leur vie, qui ont des retraites de misère et plus globalement à tous les habitants de Perpignan et des Pyrénées-Orientales qui souffrent de manière très grave de pauvreté. Merci. Je vais dire un mot aux récipiendaires, j'ai appris le mot aussi récipiendaire. D'abord, après la culture, voilà l'agriculture. Ensuite, juste cette donnée que vous connaissiez, mais un tiers des agriculteurs du pays perçoivent moins de 350 € par mois. Et on a la moitié des exploitations qui ont disparu en 20 ans. Alors ce que je disais, c'est que dans les années 60, encore, il y avait besoin de main d'œuvre dans l'industrie, donc ça avait un sens. Enfin, d'agrandir les exploitations et d'aller vers moins de paysans, puisqu'il y avait la nécessité de la main d'œuvre dans les usines. Aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens de continuer à aller vers un agrandissement des exploitations. La main d'œuvre, on n'en a pas un besoin urgent, ni dans l'industrie, ni dans les services, ni dans le bâtiment. Et enfin, j'ai longuement porté, moi, le projet de loi sur l'égalité, les états généraux de l'alimentation. Je pense que pour l'agriculture, comme pour plein de choses dans notre société, il faut de la régulation. On est sorti, je vois par exemple pour moi, dans mon coin, c'est la betterave qui est forte. Ouais, bah oui, alors ça fait rigoler la betterave. La betterave à sucre. Alors, attendez, est-ce que vous voulez une histoire de la betterave à sucre? Oui. Bon, non, c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant l'histoire de la betterave à sucre. Pourquoi? Alors ça retarde ta remise aux médailles. Pourquoi ça retarde? Pourquoi c'est vachement intéressant? Non, parce que jusqu'alors c'était avec la canne à sucre qu'on avait du sucre dans nos tasses. Hein, et en fait, Napoléon est en guerre avec toute l'Europe, et du coup, il y a un blocus. Et on ne peut plus importer de la canne à sucre des îles de la même manière. Et là, on se réveille, on se dit, mais bon sang, il y a eu un moyen, ça avait été de distiller de la betterave. On a vu ça, il y a un gars qui avait essayé ça au XVIe siècle, donc il faudrait s'y remettre. On va refaire on va essayer de faire des distilleries de betterave. Et ça marche. Ce qui prouve l'intelligence de l'esprit humain. Quand on nous dit qu'aujourd'hui, on ne peut pas sortir du glyphosate. Mais la contrainte fait la création. La contrainte fait la création. Et là, il y avait cette contrainte politique à l'époque qui faisait qu'on ne pouvait plus avoir de canne à sucre, ce qui nous avait par ailleurs aidé à sortir plus rapidement de l'esclavage en 1848, puisque le sucre ne dépendait plus chez nous des colonies. Donc voilà. Mais ce qui prouve l'inventivité de l'esprit humain. Et alors là, il y avait des quotas sur la betterave qui existaient depuis 1969, je crois. Ils ont été supprimés en 2017, et maintenant tout le marché de la betterave est en train de se casser la figure. Donc il faut de la régulation, il faut des quotas, il faut des prix planchers, et il faut des coefficients pour la grande distribution, et ainsi de suite. Bon, c'est pas... Bravo! Il y arrive? Oui! François, une question à te poser. La bise, oui, tout simplement, parce que le problème, à mon avis, il n'est pas que national, il est international. Si on règle les problèmes ailleurs, je serais très bien aussi. Voilà, c'est ça que je me dis. Deux derniers points, si vous voulez. Alors, quand je suis arrivé là au cinéma, on m'a remis un t-shirt. Ouais. Est-ce qu'elle est là, Charlotte? Oui, elle est là, Charlotte. Alors, Charlotte. Ouais, vas-y, Charlotte. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Oui, c'est du meeting participatif. Vas-y, monte. Regarde la gueule là. C'est quoi là?
Alors, c'est marqué. Tu lui mettras à l'Assemblée, c'est la chemise et cravate. On est venu ce soir aussi pour parler du train des primeurs. Il risque de disparaître le 30 juin. C'est le dernier train d'Europe qui transporte des fruits et légumes. Et à partir du 30 juin, il sera remplacé par des camions. Alors il y en avait 4 il y a encore 2-3 ans. Il n'y en a plus que 2 et maintenant il n'y en a plus qu'un. On va bloquer. Donc voilà, avec la CGT, on essaie de réfléchir au type d'action qu'on pourra mener. Et je pense qu'on va mettre ça sur les réseaux sociaux, puis on va essayer de réfléchir ensemble. Parce que ça suffit. Là, on a eu une autoroute. Parce qu'à Perpignan, ils ont élargi l'autoroute. Et c'était pour faire passer les camions, pas pour nous, et sûrement pas pour les vacanciers. Donc il y a 20 000 camions jour qui passent. Et nous, on dit stop. Comme on l'a dit, c'est un département très agricole, mais il n'y a rien qui part de chez nous par train, mais par camion. Ça va remonter à l'Assemblée. Donc c'est pour alimenter Rungis, juste pour vous donner, pour faire le lien avec mon boulot quand même à l'Assemblée, c'est que l'année dernière il y a eu le nouveau pacte ferroviaire, et dans le nouveau pacte ferroviaire il y avait 85 fois le mot concurrence, il n'y avait pas une seule fois le mot biodiversité, il n'y avait pas une seule fois le mot réchauffement, il n'y avait pas une seule fois le mot climat. Je pense que quand on parle de transport et quand on parle de chemin de fer, normalement on devrait mettre ça au cœur. De la même manière que la semaine dernière, on a discuté d'aéroport Charles de Gaulle, il y avait tout, il y avait les budgets, digitalisation, enfin il y avait des tas de sujets, mais pas une seule fois non plus le mot climat, pas une seule fois le mot réchauffement. Alors que les avions ont bien sûr des conséquences. Donc moi je trouve que en fait tous les projets, il faut qu'on ait un ministre de l'écologie qui soit au moins aussi puissant que le ministre de l'économie et que tous les projets passent par le ministère de l'écologie. Ouais, bravo. Et que les aéroports ne soient pas vendus, comme ce matin. Dernier point, vous avez la chance d'avoir ici ma camarade de lutte. Depuis que je suis rentré à l'Assemblée, on a fait pas mal de trucs ensemble. Marine Martin de la Pessac, donc qui lutte contre Sanofi. Bravo. À propos de la dépakine. Ça fait 8 ans, et ça vient de la Catalogne, ça fait 8 ans que je dénonce le scandale de la dépakine, ce médicament anti-épileptique prescrit aux femmes enceintes pour l'épilepsie ou la bipolarité et qui a rendu des centaines de milliers d'enfants handicapés parce qu'on n'a pas informé les femmes enceintes des dangers de ces neuroleptiques. Et mes enfants sont touchés, nés en 99 et 2002, et quand j'ai découvert par hasard ce scandale, parce que je cherchais à comprendre pourquoi mon enfant avait des troubles autistiques, et que je me suis aperçue que le laboratoire Sanofi nous avait menti, j'ai tout lâché, j'ai lâché mon boulot dans le fret SNCF à Saint-Charles et je suis partie à l'Assemblée nationale pour dénoncer ce scandale et pour solliciter les politiques et heureusement François était là pour me donner un coup de main. Voilà, je ne le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il a fait. Voilà, merci. Je dis souvent, la dépakine, c'est plusieurs scandales, c'est comme les poupées russes du scandale. Le premier scandale, c'est les 16 à 30 000 enfants qui souffrent d'autisme. Le deuxième scandale, c'est que Sanofi savait et n'a pas voulu le reconnaître. Le troisième scandale, c'est qu'il n'y a eu aucune pression de l'État et il n'y en a toujours pas pour que Sanofi indemnise. Et le quatrième scandale, c'est que même quand Sanofi est condamné, c'est arrivé, ils refusent de payer, ils trouvent tous les biais possibles pour ne pas payer et à aucun moment l'État ne leur met le couteau sous la gorge en disant si c'est comme ça, il n'y a plus de CICE, il n'y a plus de crédit impôt recherche, à minima quoi. Et il n'y a rien. C'est ça le cinquième scandale. Pour moi, Sanofi est l'incarnation de la démesure de l'oligarchie qui peut s'affranchir des normes morales. Et je pense que s'il y avait une police et une justice dans ce pays, normalement, on devrait avoir ôté les bretelles, les lacets et la ceinture aux dirigeants de Sanofi pour les placer en garde à vue. Et je vais conclure là-dessus. Je vais conclure là-dessus parce que la séance va commencer. Je vais faire le lien entre, pour moi, Marine Martin, elle a le gilet jaune à l'intérieur depuis très longtemps. Son insoumission, elle est là depuis très longtemps. Et évidemment, il y a aujourd'hui la nécessité d'une révolte de longue durée, d'une révolte pensée et raisonnée contre les nouveaux seigneurs. Les nouveaux seigneurs du médicament,
les nouveaux seigneurs des autoroutes, les nouveaux seigneurs des aéroports, les nouveaux seigneurs de l'informatique. Et ainsi de suite, vous pouvez ne pas cesser. Mais il faut ça. Moi, mon slogan de campagne était simple, c'était « Ils ont l'argent, on a les gens ». Vous êtes là les gens ce soir. Ouais, vous êtes là les gens ce soir, mais il faut que les gens ils soient sur les ronds-points aussi. Il faut que les gens ils soient dans les luttes, parce que c'est la seule force. C'est la seule force que nous avons, c'est les gens, c'est la masse, c'est le peuple. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Moi, juste pour vous dire comme ça, je me considère souvent comme un bélier. Vous savez, le bélier, c'était cette arme qui, au Moyen-Âge, servait à défoncer la porte des châteaux forts. Mais le bélier, moi je peux servir à défoncer la porte des ministères. Mais le bélier il sert à rien s'il n'est pas porté, il traîne à terre. Et il y a des moments où on se sent porté par les gens, et à ce moment-là on sent qu'on peut les défoncer. Mais il y a bien des moments où on se sent aussi tout seul, et on est comme, vous voyez par exemple la semaine dernière, la privatisation d'Aéroport de Paris, mais il n'y a pas de grève à Aéroport de Paris. Il n'y a pas de colis qui sont perdus, il n'y a rien, il n'y a pas de grève du balayage. Et on se sent, avec notre parole dans l'hémicycle, comme un point qui parle, mais sans assise sociale. Il nous faut une assise sociale, et il faut que, dans la durée, la démocratie combatte l'oligarchie. Je vous remercie. Et à la fin, c'est nous combat! À la fin, c'est nous combat! Merci à vous, merci Perpignan. Merci François. On lâche rien. On est les gilets jaunes, on le restera pour toujours, on lâche rien. Là-bas.